Et nous sommes live, Alexis, je Yes, on est crois. en direct. Parfait, oui. Je crois qu'on est en direct. Bonjour à tous. Si c'est le cas et que vous nous entendez et vous voyez bien, ainsi que notre petite slide d'intro, n'hésitez pas à nous passer un petit coucou dans le chat pour s'assurer que vous nous voyez et nous entendez bien. Et puis, comme souvent, on va se donner quelques minutes avant de démarrer pour laisser les retardataires nous rejoindre. Yes. Je vois des chats, ça a l'air bon. Nickel. Tout est Noémie, carré. Amandine, bonjour. Romain, trop content de te revoir. On se voit ce soir, d'ailleurs, un petit apéro chez Achille. Hello, Johan. Parfait, ça a l'air de fonctionner. Dimitris, parfait. On nous entend bien, ça a l'air top. J'ai pas le même matos que toi, il faudrait que j'investisse. C'est vraiment pas mal d'avoir le micro en hauteur, ça t'oblige à avoir la tête bien droite. Ouais, et le truc que j'avais pris aussi, tu sais, c'est les bureaux qui montent. Ah Ça ouais. te permet d'être debout. Et j'aime bien être debout, ouais. Après, ouais, bon, c'est si tu fais vraiment beaucoup de trucs récurrents, mais ouais, en vrai, c'est cool. Chapeau. Bon, très bien. Je propose, il est 11h02, je propose qu'on attende encore 1 minute, 1 minute 30 max, et puis qu'on se lance pour rester dans les temps. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette minute, Alexis? Tu veux nous parler de ton humeur ou nous sortir une petite blague? Ouais, je peux te parler de mon humeur. En vrai, humeur en vrai, très enjouée. Je suis trop content déjà de faire le webinaire, donc ça va être trop cool. Et ouais, tout avance très vite là en ce début d'année, donc c'est cool. Il y a pas mal de projets, pas mal de choses qui se développent. Donc vraiment sur le pont à fond, et franchement, c'est trop cool, très stimulant. Et toi, c'est quoi ta petite humeur du moment là? Écoute, très bien, très très bien. Je suis en congé en fait, normalement aujourd'hui. Ah, bah, ça se voit là. Non, Et pas de congé là. donc ça va. Et j'ai pris le week-end prolongé, plus que prolongé avec le lundi férié. Donc tout va très bien aussi. Trop bien. Et tu pars pour le Sur la pont? côte, tu sais, moi j'habite dans le nord de la France, j'habite à Lille, donc je pars au Touquet. Trop cool, trop cool. J'espère qu'il fera beau. Bon, allez, on se lance. Nickel. Désolé de vous parler de notre vie perso, c'est pas l'objectif. Promis, on s'arrête là. Eh bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire ce matin. On est ravis de vous accueillir pour parler un petit peu des parallèles et des bonnes pratiques, des inspirations que le monde du marketing et de la vente peuvent apporter au monde du recrutement. Je ne fais pas plus de spoilers que ça. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Peut-être que pour démarrer aussi, le temps que nous, on présente un petit peu qui on est, ce qu'on fait, on peut vous demander dans le chat peut-être de nous en dire un petit peu plus aussi sur qui vous êtes, votre entreprise, voilà, pour que les autres participants aussi vous connaissent un petit peu mieux en chat. N'hésitez pas en tout cas. Et vous verrez, il y a des petits sondages qui vont apparaître au long de la présentation. N'hésitez pas à répondre, ça donne aussi une meilleure compréhension de vos enjeux, vos problématiques. Et de la même façon, n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans le chat si vous en avez sur ce qu'on dit. On essaiera de les prendre à la volée et on laissera un petit peu de temps aussi à la fin pour prendre les questions restantes. Allez, on démarre, c'est parti. Je te laisse te présenter, Alexis, dans les grandes lignes et puis on passera après spécifiquement sur l'activité. Yes, avec plaisir. Du coup, pour ma part, je suis cofondateur de Gross Hiring avec Hugo et Marilou. On est trois associés et du coup, on a créé le mouvement Gross Hiring qui a pour objectif d'implémenter toutes les techniques issues du gross marketing, gross hacking au monde du recrutement. Donc, on a essentiellement une grande communauté. On partage pas mal de valeurs qui est totalement libre d'accès pour s'entraider et évangéliser tout ça. Et surtout, notre but, c'est de créer une nouvelle discipline dans le monde du recrutement qui est le Gross Hiring. Parfait. Bon, on en dira peut-être un petit peu plus après sur spécifiquement ce que vous proposez si tu le souhaites. Pour ma part, je m'appelle Louis, je suis l'un des cofondateurs de Clever Connect. Bon, j'ai de la chance, moi j'ai les slides qui suivent pour ma présentation. Donc Clever Connect, c'est un éditeur de logiciels historiquement français, aujourd'hui plutôt à taille européenne, qui
propose toutes sortes de logiciels pour aider les recruteurs à mieux réussir finalement leurs objectifs de recrutement, et puis tout en proposant une très belle expérience aux candidats. Ça fait une dizaine d'années qu'on a démarré Clever Connect, et ça a pas mal grandi puisqu'on est aujourd'hui 270 collaborateurs dans 5 pays différents. On accompagne plus de 2000 clients. Sur les 3 grands enjeux qu'on cite, on a construit notre offre comme ça, on va dire, attirer, s'assurer qu'on soit en contact avec un maximum de candidats actifs, passifs, en tout cas qu'on ait accès à un maximum de candidats pour ensuite les engager, qu'on soit des relations avec eux, avec des solutions type site carrière, type logiciel de nurturing, c'est-à-dire entretenir des relations dans la durée avec les candidats. Et enfin, la dernière étape, c'est révéler leurs talents, leurs compétences, leurs envies. Et ça, on a à nouveau d'autres solutions pour le faire, des solutions de matching pour s'assurer que le CV soit en lien avec l'offre d'emploi, ou d'entretien vidéo différé, par exemple, pour donner la parole aux candidats et en savoir un petit peu plus sur leur personnalité et leur motivation. Alexis, est-ce que tu veux aussi en dire un petit peu plus spécifiquement sur votre offre? Ouais, concrètement, nous, la base, c'est vraiment la communauté. C'est ce qui nous a fait connaître et c'est ce qu'on met en avant aussi à chaque fois parce que c'est vraiment notre vision de rassembler les gens et de les fédérer. Et après, effectivement, on a 3 branches qui se créent. La première, du coup, c'est une branche de formation. Là, on a une académie qui est en ligne pour les personnes qui veulent se former soit toutes seules ou soit en petite équipe. Après, on a du coup une deuxième offre qui va être plus du coaching. Du coup, là, on va accompagner des cabinets, des ESN, des startups, des grosses boîtes à former leurs équipes à toutes ces méthodes et surtout les aider dans cette conduite au changement, qui n'est pas forcément facile. En fait, c'est vraiment un problème on doit résoudre des problèmes de structuration au sein des équipes et de process. Donc, c'est super stimulant, c'est vraiment top. Et dernière branche, on va du coup sortir ça bientôt, donc c'est pas officiel. Vous l'avez en avant-première, du coup, du recruteur de recruteurs. On veut du coup placer les recruteurs qui veulent monter en compétence, du coup passer par notre académie gratuitement dans les meilleures entreprises, dans les entreprises où du coup ils cherchent des recruteurs performants qui ont déjà cette corde à leur arc qui est le gros hiring. Du coup voilà, on a un bootcamp aussi sur la partie formation qu'on a mis en place pour les recruteurs indépendants qui tournent plutôt bien et c'est trop sympa d'avoir des retours positifs comme ça. Intéressant, ça. Intéressant. Bon, voilà, vous avez une information en avant-première. N'hésitez pas à vous tourner vers Alexis si ça vous intéresse. Je vois qu'il y a une question déjà pour moi. Gwenaël, merci pour la question. Et on reparlera un petit peu en détail de notre programme ambassadeur slash programme de cooptation digitale dans la présentation. Et ensuite, bien entendu, on pourra organiser une rencontre pour aller dans le détail de ce produit-là, de notre offre. Je propose qu'on démarre, qu'on rentre dans le vif du sujet. J'aime bien démarrer en général par un petit tour d'horizon de notre vision de l'évolution du marché de l'emploi. Globalement, les statistiques aujourd'hui montrent que 75% des entreprises dans le monde ont beaucoup de mal à recruter. D'ailleurs, les études, j'ai pu voir une étude sur l'année 2022, si on regarde en France, c'était 88% des entreprises françaises qui n'étaient pas confiantes dans leur capacité à atteindre leurs objectifs de recrutement. Donc, c'est très, très dur, globalement, de recruter et de recruter tous les profils nécessaires pour l'activité de l'entreprise. C'est pas étonnant, si on prend ça au niveau de l'Union européenne, par exemple, qui est le marché auquel on s'intéresse le plus, puisque souvent, on dit que quand il y a moins de 10% de taux de chômage, on est dans un plein emploi structurel, globalement. Vous voyez que sur les plus de 25 pays représentés de l'Union européenne, on en a finalement que 2 qui ne sont pas en plein emploi structurel, qui ne sont pas en dessous de 10% de taux de chômage. Donc, c'est pas très étonnant que ce soit très difficile et que finalement, la majorité des talents à disposition soient en poste et qu'on soit dans une logique beaucoup plus proactive, on va dire, de chasse. Il faut débaucher, entre guillemets, les candidats si on veut les obtenir, plutôt que l'histoire précédente qui était je publie les offres d'emploi et puis j'attends de voir qui postule puisqu'il y a beaucoup de personnes en recherche. Donc c'est très compliqué et la mauvaise nouvelle entre guillemets, après promis j'arrête d'être alarmiste ou négatif, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'on a ici une autre étude que je présente souvent qui montre en fait la part de personnes en âge de travailler, donc de 15 à 64 ans, sur la population totale dans le temps. On voit que la ligne rouge, malheureusement, c'est la nôtre, c'est la ligne européenne, qui nous montre que finalement,
ça dégringole, cette part de personnes en âge de travailler. Donc, ça veut dire tout simplement les mouvements démographiques, l'âge, le nombre de personnes qui peuvent arriver sur le marché du travail versus le nombre de personnes qui le quittent à la retraite. Je ne parlerai pas de retraite, c'est trop polémique. Dégringole, et donc globalement, le panier commun, si je peux dire, ne va faire que se réduire. Ça risque d'être une histoire qui dure, cette complexité de recruter. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose, Alexis. Ouais, bah, moi, il y a un dernier point effectivement là qui me vient. C'est vrai que j'en avais parlé avec quelqu'un et c'est aussi, je trouve qu'il y a aussi un problème d'éducation, de formation, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'emplois qui s'ouvrent. Il y a des personnes qui recherchent du travail, mais du coup, on a un problème de qualification, de montée en compétences, d'avoir en fait les bonnes formations sur les nouveaux métiers qui arrivent beaucoup plus vite par rapport à notre éducation qui ne suit pas forcément. Donc, il y a aussi un peu une distance qui se met sur les compétences. Après, du coup, il y a des choses qui sont ultra accessibles en ligne et j'invite tout le monde à se former en ligne, c'est trop cool. Même de manière ultra gratuite, il y a plein de trucs, plein de contenus. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut remettre un peu dans notre éducation française. Parfait. On est d'accord. Il y a un petit problème d'inadéquation parfois entre les formations généralistes qu'on a et la réalité du marché de l'emploi et des besoins en compétences. On est d'accord. Mais bon, il y a des initiatives malgré tout qui vont dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça fait? Et après, on va passer dans le vif du sujet. C'est la fin de cette petite introduction. Ça fait globalement qu'on a basculé historiquement d'un marché d'entreprise. Je suis entreprise, j'ai un emploi à pourvoir et finalement, il y a des candidats qui recherchent un emploi qui vont finalement se plier à mes exigences, faire l'effort. Maintenant, on est dans un marché un peu de candidats, c'est-à-dire je suis un candidat, j'ai des compétences à offrir et je suis très sollicité, donc il faut que l'entreprise finalement me prouve que c'est celle-là que je dois rejoindre. Et donc ils ont des exigences, des attentes qui ont évolué. On peut dire globalement, si je voulais être un peu caricatural, aujourd'hui le candidat est roi sur ce marché. Pourquoi je suis tout flou maintenant? Bon, c'est pas grave, c'est la présentation qui compte. Ce que ça veut dire, et pourquoi on a voulu faire cette thématique avec Alexis aujourd'hui, c'est que on considère aujourd'hui que ce marché, cette difficulté, c'est un marché, si on résume, qui est extrêmement concurrentiel, où finalement le client, la cible, le candidat a une valeur extrême et un positionnement de force important. Et donc, on se dit aujourd'hui, un candidat, et je l'ai entendu énormément de fois avec des recruteurs ou des DRH avec qui j'ai pu discuter, mais de toute façon, notre candidat, on doit le traiter comme un client. On met énormément d'efforts pour qu'on ait une belle expérience pour nos clients, pour que nos clients pensent à nous, pour qu'ils achètent. Il nous faut la même expérience pour notre client. Et donc, on s'est dit, s'il faut traiter un candidat comme un client, alors, est-ce qu'on peut pas faire un webinaire où on discute un petit peu de comment recruter, comme le font des personnes qui s'adressent aux clients, à savoir le marketing et la vente. D'où l'objectif de ce webinaire. Je vais couper ma caméra et la rallumer parce que je suis vraiment totalement flou. Est-ce que tu veux, je te laisse une seconde, Alexis, rebondir si tu souhaites. Ouais, bah, en soi, là-dessus, effectivement, je pense on peut très bien dire qu'il y a beaucoup de parallèles qui peuvent se faire et aussi le prendre avec des pincettes parce qu'il y a des parallèles qui peuvent ne pas se faire aussi. Il ne faut pas tout prendre à la lettre et se dire que c'est exactement comme le marketing. Par exemple, si on a je sais pas, un site internet de vente en e-commerce, on va vraiment aller chercher du coup la vente sur le site. Et nous, on ne veut pas forcément qu'on ait plein de candidats qu'on place et que ce soit des mauvais candidats, pas bien placés et du coup avec une mauvaise expérience derrière. C'est aussi des possibilités. Il faut pas forcément, faut prendre ça aussi avec des pincettes. Il y a énormément de parallèles qu'on peut faire, mais faire attention du coup à ne pas tout prendre. Exact. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire ça un peu en entonnoir. C'est-à-dire qu'on a décidé avec Alexis d'abord s'intéresser aux évolutions qu'a connues le marketing et la vente depuis les années 2000 et faire des parallèles, on va dire, un peu généraux. N'hésitez pas à commenter, d'ailleurs, si vous êtes d'accord, si vous en voyez d'autres, si vous voulez compléter ce qu'on dit. Puis après, on va aller un peu plus dans le détail et regarder factuellement comment aujourd'hui on vend un processus de vente un peu optimisé et moderne et comment ça se transcrit au recrutement. Et puis, on va terminer avec des exemples concrets qu'on peut vous donner, des petits conseils, des choses qui peuvent se mettre en place rapidement, qui sont inspirées du monde du marketing et qui peuvent répondre à vos problématiques actuelles. Et puis, on répondra à certaines questions. Et Alexis a déjà prévu les questions qui lui sont le plus souvent posées par sa communauté pour que vous ayez déjà des réponses à les questions que vous posez peut-être vous aussi.
Si on démarre avec les évolutions, donc le monde du marketing et de la vente a énormément évolué aujourd'hui. Hein. Il suffit de voir déjà le nombre d'offres auxquelles on est exposé en tant que consommateur. C'est pas étonnant qu'il faille redoubler de créativité pour trouver des façons de faire adhérer, de faire acheter un consommateur. Et donc, la première chose inévitable, bien entendu, qui est arrivée dans le monde du marketing et de la vente, c'est l'omniprésence du web et du digital. Aujourd'hui, chaque consommateur est un internaute, il passe énormément d'heures sur son smartphone ou sur son ordinateur, et donc, il faut le capter là où il est, avec des parcours candidats qui soient adaptés aux outils digitaux. Et donc, adaptés aux outils digitaux, ça veut dire aussi penser pour chaque type d'outil digital. Je peux faire un parallèle très simple avec le recrutement, en parlant de notre expérience. Aujourd'hui, on va dire globalement, toutes les entreprises ont un site de carrière. On pensait un peu à l'expérience web. Ce site est souvent, on va dire, optimisé, responsive, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur un mobile, mais il n'est pas pensé pour une navigation mobile. Or, la navigation mobile n'a rien à voir avec la navigation web. Exemple tout simple, en général, on utilise son gros pouce pour cliquer versus une souris. Et donc, parfois, c'est très, très compliqué de s'y retrouver et de faire énormément de clics sur un site responsive. Typiquement, quand on travaille sur les sites de nos clients, on fait une version pensée pour le mobile où il n'y a pas besoin de taper. On est vraiment uniquement sur quelques clics pour arriver au résultat souhaité. Là où, sur le site web, on utilise un peu plus le clavier potentiellement. Voilà. Il y a la règle des 3 clics qui est pas mal aussi, de se dire que pour atteindre un objectif sur votre site internet, il ne faut pas plus de 3 clics, ou en tout cas faciliter au maximum ces étapes, notamment quand on va postuler. Souvent, on va demander plein d'informations, peut-être demander moins d'informations. Je pense par exemple à la lettre de motivation qui fait débat, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, le moins d'informations possible pour faciliter au maximum cette expérience et du coup avoir plus de candidats qui postulent, tout en gardant une bonne qualification quand même dans son final. Exactement. Évidemment, celui-là est assez évident, l'expérience web et digitale. Si on regarde autre évolution importante du monde du marketing, historiquement, on est un peu sur un monde de marketing de masse. Hein. Je fais une publicité à la télévision et finalement tout le monde est exposé à la même publicité et j'espère qu'on a un maximum de personnes qui voient cette publicité un peu commune. Et les 20 dernières années ont vu l'apparition et maintenant même la priorité, on va dire, au marketing ciblé. C'est-à-dire, j'ai tout type de consommateurs différents. Pour prendre la caricature du monde de la publicité, la ménagère de 45 ans. Je ne suis pas du tout de ce monde-là. Je n'adhère pas, mais en tout cas, c'est un mot classique. On va avoir tout type de persona et on va se dire, tiens, quel type de marketing je souhaite faire, quelle expérience de bout en bout je souhaite proposer à chacun de ces personas. Ce sont évidemment des bonnes pratiques à adapter également pour le monde du recrutement avec une personnalisation des messages et on va dire une construction de toute l'étape avant, pendant et après le recrutement par typologie de profil recherché. Ouais, une bonne compréhension, je trouve, du candidat. Il y a un exercice qu'on aime bien faire, c'est de réfléchir justement le candidat comme un persona marketing et du coup d'aller dans ce détail de qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire, quelles sont ses motivations, ses intérêts, etc. et l'adapter du coup au monde du recrutement. Et c'est un exercice qui est pas du tout à négliger en tout cas aujourd'hui parce qu'il vous apporte énormément d'informations sur comment vous allez pouvoir communiquer et adresser le bon message à cette personne. Oui. Vous êtes sûrement de très bons conseils, je pense. Si vous avez du travail à faire sur vos populations, vos personas, avec une approche marketing, évidemment, Alexis est là. Autre évolution, tu veux peut-être prendre la main, Alexis, hein, je t'en prie, hein, je veux pas. Ouais, je peux reprendre la main si tu veux. Autre évolution, effectivement, la production de contenu pour engager, éduquer. C'est vrai que c'est un métier qui est arrivé en force. Là, le copywriting, on en entend pas mal parler depuis quelques années parce que le copywriting maintenant est partout, vu qu'on a une grosse présence digitale. On va le retrouver du coup sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur les landing pages. Et ça devient, pour une entreprise, en tout cas sur la partie marketing, quelque chose qui est indispensable. On ne peut pas penser créer une boîte. Tout dépend des secteurs, effectivement, mais dès qu'on est visible sur le web, on est obligé de penser copywriting. Et en fait, dans le monde du recrutement, c'est un peu pareil. On voit beaucoup de recruteurs qui vont prendre la parole sur LinkedIn aussi, créer du contenu. Ça va beaucoup se faire. Aussi créer du coup du bon copywriting avec du coup un effort sur la page carrière, sur les offres d'emploi. Donc, c'est quelque chose qui est très recherché. Et puis aujourd'hui, c'est une compétence que doit avoir un recruteur.
exactement. Et il y a toutes les facettes, hein, c'est très complet. Le métier de rédaction de contenu permet à la fois le référencement, donc être vu avant ses concurrents globalement, permet aussi de construire la relation dans le temps. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter à chacune des étapes de ma vie, de ma relation avec mes potentiels consommateurs, avant même qu'ils me connaissent, au moment où ils vont me connaître, au moment où on se connaît assez bien, au moment où ils sont prêts à passer un acte d'achat. Le contenu est clé. Ça instaure de la confiance et du coup, cette confiance aussi, on la retrouve dans l'expérience candidat et du coup cliente sur la partie commerciale. Se dire que effectivement, toute personne doit, on doit savoir justement quelles sont chaque étape de cette expérience candidat, comment on va pouvoir faire vivre la meilleure expérience possible à ce candidat pour que on arrive à le séduire, pour qu'on arrive à faire du coup cet effet waouh et provoquer le fait que cette personne a envie de travailler avec vous, peu importe les autres facteurs qui vont être, je ne dis n'importe quoi, le salaire, les avantages, voilà, toutes ces choses-là sont des choses factuelles. Après, il y a aussi une chose un peu émotionnelle qu'on va pouvoir faire vivre dans cette expérience. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser, on peut peut-être en profiter pour poser la question, est-ce que dans vos entreprises, vous ou vos collaborateurs avez, je ne sais pas, suivi une formation dédiée aux bonnes pratiques de copywriting, de gestion de contenu, ou alors est-ce que vous avez peut-être une personne dédiée à ce rôle-là dans vos entreprises spécifiques au recrutement? Et c'est bête, mais enfin, on va parler de la logique un peu growth, c'est votre cœur de métier, Alexis. C'est exactement ça. C'est-à-dire, j'ai écrit ce mot-là et je me rends compte que quand j'écris un autre mot, en fait, j'ai 2 fois plus de candidatures. Ce mot-là est un mot qui attire beaucoup plus. Je prends un détail un peu caricatural, mais c'est un petit peu ça, finalement, la logique du copywriting aussi. Clairement, ouais, c'est de tester un message A et un message B et voir celui qui convertit le mieux pour après en décliner. Je vois qu'il y a une question de Romain aussi qui demande du coup le bon rythme de production de contenu sur LinkedIn. Ça, c'est une vraie bonne question parce que beaucoup de gens se la posent. Je veux dire qu'il n'y a pas de rythme magique. C'est un peu en fonction de toi ce que tu peux faire et produire. Toujours, si tu arrives à publier plus, ça sera toujours mieux. Après, il faut se donner des objectifs réalistes. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais lorsqu'on va se lancer sur LinkedIn, on va peut-être faire une publication toutes les 2 semaines ou peut-être une publication par semaine. Déjà, une publication par semaine, c'est un bon rythme pour rentrer dans la danse. Après, si on veut vraiment avoir des résultats significatifs et qu'on veut passer à un stade au-dessus en termes de création de contenu et avoir de l'impact sur LinkedIn, selon moi, à partir de 2 à 3 posts LinkedIn, c'est un minimum pour vraiment avoir des résultats significatifs. Donc voilà un peu moi ma réponse sur le sujet. Yes. L'important étant d'être régulier, je crois, hein. Exactement, Si tu c'est te le plus fixes l'objectif important. d'une par semaine, il faut maintenir une par semaine, sinon en fait, peu à peu, tu es pénalisé. Ce qui m'est malheureusement arrivé. J'étais lancé dans cette dynamique et puis évidemment, j'ai eu trop de travail, j'ai arrêté. Et maintenant, c'est dur de revenir dans la danse. L'expérience client, le mot expérience, Alexis, c'est devenu le mot qu'on utilise partout à nouveau en marketing et vente. On sait qu'aujourd'hui, les modes de consommation ont évolué. Historiquement, on cherchait plutôt à acheter un produit pour ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est l'expérience qu'on va avoir avec ce produit, l'expérience qu'on va avoir en achetant ce produit aussi ou tout au long de la vie avec ce produit ou ce service qui compte. Mm. Et je pense que c'est bien de faire l'exercice aussi lorsqu'on crée une expérience candidat. Certes, ça va prendre du temps, mais de faire tout le parcours comme si j'étais un candidat. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui créent cette expérience, mais qui vont pas se mettre à la place et faire l'exercice de le faire. Et je pense que ça, c'est indispensable pour voir en fait quels sont les endroits où ça pêche, les endroits où du coup c'est pas personnalisé, où j'ai pas l'impression d'être unique, et aussi les endroits qu'on va pouvoir améliorer dans notre process. Ouais. Et tous ces éléments sont liés, hein. Tout ce qu'on voit en ce moment est lié. C'est-à-dire, typiquement, on parle d'expérience. On parlait aussi tout à l'heure des personas. Chaque persona, finalement, va avoir une attente d'expérience différente et c'est intéressant de s'intéresser aux attentes de chaque type de persona. En général, on sait par exemple qu'aujourd'hui, un candidat souhaite un processus qui soit maximum 3 semaines entre le moment où il a postulé et le moment où il est embauché idéalement, ou au moins il a une réponse finale, définitive. Euh, Potentiellement, pour certains personas, on va pouvoir se laisser un peu plus de marge et pour certains, il va falloir plutôt chercher à boucler tout ça en une semaine parce que la concurrence est sur une semaine. Donc, c'est intéressant de vraiment adapter son expérience à chaque type de profil. Ah, l'influence. Moi, je suis pas très influenceur, mais Alexis, si tu connais, je te propose de donner ton avis.
Ouais, bah, l'influence LinkedIn, ou même sur d'autres, plateformes, ça peut être sur Instagram, sur TikTok, il y a plein d'endroits en fait, où du coup il y a des influenceurs qui naissent. Souvent, c'est des créateurs de contenu, qui vont en faire, entre guillemets «leur métier» et qui vont réussir à impacter et à être ambassadeurs d'une marque, d'un produit ou d'un discours. Et c'est un levier qui commence à être pas mal exploité. Là, on commence à avoir des campagnes d'influence sur LinkedIn, par exemple, si on prend le cas de LinkedIn, où il y a pas mal de gens qui y sont. Mais en fait, on va avoir des ambassadeurs qui vont pouvoir parler de votre marque, parler de l'entreprise. Ça peut être aussi les personnes au sein de votre entreprise qui peuvent justement prôner les avantages et bah, les choses qui sont intéressantes pour les futurs candidats. Donc, la partie influenceur est vraiment à travailler. Elle est très compliquée à mesurer parce qu'on n'a pas un retour sur investissement direct. C'est un peu du dark social. En gros, c'est des actions qu'on va faire comme créer une communauté, créer un podcast, etc. C'est des assets qu'on va créer et qui vont pas avoir des résultats directs, un peu comme les SEO. Donc, c'est un peu un marathon, mais qui vont augmenter votre marque employeur et votre notoriété. Ouais. Et on sait tout simplement aussi il y a une statistique qui arrivera plus tard, donc je vais pas la dévoiler, mais on sait aussi que souvent un contenu, une offre, n'importe quoi qui m'apparaît par quelqu'un que j'apprécie, que ce soit quelqu'un que je considère comme un influenceur et j'apprécie ce qu'il fait, ou même un proche, quelqu'un que je connais personnellement, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus susceptible de m'y intéresser, de lire ou d'ouvrir le lien qui m'est partagé que exactement le même contenu ou le même lien partagé par une marque finalement. Tout ça, tout ce qu'il faut savoir mettre en place, travailler sur tous ces éléments. Quand on multiplie le nombre de personas, on multiplie le nombre d'étapes dans son expérience, on veut faire toutes sortes de contenus. Enfin bref, bon, tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et c'est une production un peu titanesque. C'est pour ça aussi qu'il y a dans le monde du marketing et de la vente ces outils de plus en plus en vogue qui permettent d'automatiser un maximum de ces processus-là. Tu peux nous en parler aussi, Alexis? Ouais, clairement, je pense que l'automatisation, il faut briser aussi ces croyances qu'on va avoir souvent quand on parle automatisation, on pense à robots, pas humains, etc. C'est direct les mots qui nous viennent. Et je pense qu'il faut rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris entre guillemets, il faut trouver des nuances. Et effectivement, il y a certaines étapes du processus de recrutement qui peuvent être automatisées. Je sais pas, par exemple, le premier message d'envoi, ça peut être un mail une fois que la personne a passé l'entretien pour lui pousser du contenu dans son expérience candidat. Par exemple, lui dire bah, pourquoi nous rejoindre. Donc, c'est une vidéo un peu chaleureuse qui explique, je sais pas, qui montre le CEO qui prend la vision de la boîte. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées et qui ne sont pas du tout à négliger. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire comment je vais réussir à réduire les tâches à faible valeur ajoutée qui sont ultra chronophages et que je peux automatiser pour me concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée qui vont être les entretiens, réfléchir à ma stratégie, réfléchir à ma marque employeur, les avantages de mon entreprise ou l'employer value proposition qu'on verra juste après. C'est une petite teasing Parfait. pour après. Alors, deux petits derniers. Celui-là, il est incontournable aussi. Hein, la data, la data, la data, le pétrole digital. C'est sûr que c'est devenu un des éléments clés aussi des stratégies marketing et vente modernes, de pouvoir capter un maximum d'informations sur tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, la performance, les traquer finalement aussi les interactions, le temps que passent les personnes sur son contenu, etc., pour pouvoir optimiser et finalement faire ce qu'on peut appeler parfois aussi de l'A/B testing. Est-ce que entre deux versions, deux alternatives d'une même communication, par exemple, ou d'une même expérience, laquelle fonctionne le mieux? Il faut pouvoir mesurer. Autre question peut-être que je peux vous poser en sondage ou en chat, peu importe. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous tirez déjà est-ce que vous mesurez suffisamment de données sur vos candidats à votre goût et est-ce que vous savez aussi l'activer, l'analyser pour en tirer des apprentissages et optimiser? Mm. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, il y a des indicateurs, je trouve que euh, qu'on voit pas assez et qui sont issus un peu du market et du sales et qui pourraient être intéressantes. Ça va être toute la partie des no-shows. Donc ça, c'est les personnes qui ne vont pas se présenter au rendez-vous, du coup aux entretiens. Donc ça, c'est important de voir effectivement ces taux de conversion au sein de son funnel, du nombre de personnes contactées, j'en ai contacté 100. Au final, j'ai eu 20 entretiens qui ont abouti, je dis n'importe quoi, à 5 entretiens finaux et du coup une personne
que j'ai eu au final qui a été recruté. Du coup, on sait que pour recruter une personne potentiellement sur ce type de poste, il faut que je contacte 100 personnes bien ciblées. Et en fait, ça permet aussi de voir chaque étape de notre funnel et voir où on peut mettre des actions pour augmenter ces taux de conversion et améliorer tout ça. Un autre que je trouve pas mal, c'est la lifetime value sur la partie client. Donc, c'est la durée de vie d'un client dans une entreprise. Et bien, en fait, on peut faire la même chose sur les employés, la durée de vie d'un employé au sein de son entreprise. Aujourd'hui, dans nos générations, on reste beaucoup moins de temps que nos parents, nos grands-parents qui restaient 20 ans, 40 ans dans la même entreprise. Donc ça se réduit naturellement avec le temps et les générations, mais ça peut être intéressant au sein de son entreprise de savoir si on a des taux de turnover qui sont assez importants et comment on peut améliorer ça pour qu'on ait des personnes, des talents qui soient fidèles. Yes, parfait. J'avance un peu, je vois qu'il y a une question de Romain, on la prendra à la volée. Mais je pense intéressant aussi que tu puisses t'exprimer sur ton sujet de prédilection, puisque c'est un autre élément qui est apparu avec le temps, qui est aujourd'hui très en vogue, en particulier dans les organisations marketing et vente, on va dire modernes, start-up, scale-up, qui ont cet objectif de dire ce qu'une entreprise traditionnelle a fait en 30 ans en termes de développement commercial, je souhaite le faire en 5 ans, ou 3 ans, ou 1 an pour les meilleurs. Donc évidemment, il y a des choses intéressantes à regarder dans cet esprit growth, la croissance avant tout. Ouais, la croissance. Bah, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est vraiment des quêtes de croissance pour les entreprises. Une grosse raison est qu'il y a des investisseurs, beaucoup d'investisseurs derrière. On voit des levées de fonds à gogo qui vont à droite à gauche. C'est assez fou. Et en fait, ça demande une grosse pression en fait, pour les entrepreneurs de générer de la croissance très rapide. Donc, il y a un métier qui est né du coup il y a à peu près 8-10 ans, qui est justement le growth marketing, growth hacking, et qui a comme objectif de générer un maximum de croissance avec un minimum de ressources. Donc, on va avoir beaucoup d'impact avec le moins d'efforts possible. Et ça, en fait, c'est très compliqué parce qu'on va essayer, on est beaucoup dans l'itération, donc on va tester plein de choses, plein de nouvelles choses, on va se casser la tête, on va pas y arriver, et du coup, on va pivoter et on va chercher à expérimenter très rapidement, avoir des résultats pour trouver la bonne solution et le bon levier de croissance. Donc, le gros hiring, nous, c'est vraiment les techniques justement commerciales, marketing et growth appliquées justement au monde du recrutement pour se dire comment je peux accélérer mes recrutements, avoir de meilleurs résultats et optimiser mes processus parce que le growth, à un moment, il va vouloir scale. Donc, il a mis en place toutes ces petites expérimentations. Il a trouvé 2-3 remèdes qui marchent plutôt bien. Et donc là, il va essayer de le faire passer à l'échelle pour scale, pour générer une grosse croissance pour l'entreprise. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser des anglicismes quand on est dans le growth hiring ou on Ouais, peut en vrai c'est très dur. Je fais vraiment des efforts. J'essaie vraiment, mais malheureusement, il y a des mots, ils ont plus d'impact ou de sens même en anglais, mais j'essaie de le faire au minimum. Promis. Rassurez-vous, on peut faire du growth hiring en français aussi. Oui, totalement. Du coup, les méthodes growth, du coup, c'est effectivement comment on va générer beaucoup avec peu. Donc là, on a une petite pousse justement qui nous illustre tout ça et devenir un grand arbre le plus rapidement possible. Le gros, c'est vraiment un état d'esprit avant tout. Je pense que la première chose à avoir, c'est vraiment l'état d'esprit. On va avoir du coup les méthodes traditionnelles. On va se dire, bah, cette petite pousse, je vais lui donner un peu d'eau pour qu'elle grandisse. Et en fait, on va essayer de sortir des méthodes traditionnelles et se dire, OK, bon, je vais mettre un petit peu d'eau, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de la mettre dans un petit pot avec de l'engrais. On va voir si elle va pousser plus vite. On va essayer de mettre des irrigations automatisées, peut-être parce que pour gagner du temps sur c'est tout qu'on lui met. On va essayer de la mettre au soleil, lui donner de la musique, peut-être lui parler. En fait, on va tester plein de choses différentes pour au final essayer d'avoir des résultats beaucoup plus rapides et avoir une belle forêt qui pousse. C'est vrai qu'on dirait plus un brocoli là, mais en gros, l'objectif, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez grand. On peut le schématiser très bien du coup avec le funnel qu'on voit du coup en marketing ou en gros hacking, qui est en fait le funnel lorsqu'on a un client. On va d'abord le sensibiliser, le considérer, ensuite il va prendre sa décision et après le fidéliser pour qu'il ait une bonne satisfaction. Et en fait, tout ça, ça passe par des étapes. Donc ça va être la personne connaît mon entreprise, elle a visité mon site internet, elle s'est inscrite par exemple, c'est devenu du coup un lead pour moi. Peut-être qu'elle n'est pas assez qualifiée aujourd'hui, du coup je vais la mettre dans des séquences mail et on va mettre du marketing. À l'inverse, elle est qualifiée et du coup, hop, ça va directement chez les sales qui vont générer des opportunités, qui vont devenir des clients et finalement des ambassadeurs de votre marque.
Donc, on a un peu cette notion de tofu, mofu, bofu, qu'on a aussi pas mal dans le contenu, et de se dire, c'est top of the funnel. Donc, c'est surtout le marketing qui va faire du coup l'effort pour que les personnes viennent à nous. Middle of the funnel, du coup, ça va être la vente qui va essayer de faire convertir tout ça. Et le bottom, c'est aussi les sales qui vont s'en occuper, mais c'est de closer les deals et d'avoir une bonne expérience tout au long du parcours dans l'entreprise avec vous. Je sais pas si tu as des Ce que je commentaires trouve là-dessus, intéressant Louis. là-dedans, pardon, Alexis, ce que je trouve intéressant là-dedans, et avant qu'on fasse le parallèle du coup avec le recrutement, c'est la slide d'après qui va avoir beaucoup d'impact et qu'on va pouvoir commenter. Je trouve intéressant quand même ce monde qui a un peu évolué. C'est-à-dire qu'historiquement, on disait bon, je dois faire un développement commercial, je recrute un commercial et il se débrouille. Entre guillemets, ça va se débrouiller pour trouver sa liste de prospection en allant sur Internet ou historiquement dans les pages jaunes. Puis après, il va faire les appels lui-même. Puis après, quand les appels fonctionnent, il va faire le suivi, il va faire les emails. Puis ensuite, il va faire les rendez-vous. Il va construire sa proposition commerciale, peut-être ses présentations commerciales en amont. Et le monde du growth, des startups, si on veut caricaturer, s'est dit, mais on n'a pas le temps, en fait, entre guillemets, et on peut pas se permettre d'espérer qu'une personne soit forte dans tout. Ça n'existe pas. Et donc, en fait, naturellement, si on prend une personne qui essaye de tout faire, elle va être moins bonne dans certaines étapes et elles vont pas être optimisées. Il y a des étapes où ça va casser dans mon processus. Peut-être qu'elle sera super forte, cette personne, pour constituer une liste de prospection et appeler, mais qu'en rendez-vous, c'est quelqu'un qui passera pas très bien. C'est dommage, du coup, de l'envoyer. Et donc, peu à peu, on est vers des processus hyper spécialisés où finalement, chacun a un petit peu son rôle, sa responsabilité, est censé être très, très fort sur chaque étape pour s'assurer qu'on maximise chacune de ces étapes. Et en effet, on va avoir dans ce type de processus des personnes qui ne travaillent que sur quel contenu on met sur notre site web pour s'assurer qu'on ait un maximum de visiteurs et que ce qu'ils voient soit impactant pour qu'ils laissent leur adresse mail en disant je veux être contacté. Et ensuite, on va avoir d'autres personnes qui vont dire tiens, moi, je suis plutôt très fort pour savoir si les personnes qu'on reçoit, elles sont mûres pour avoir un rendez-vous client ou à l'inverse, il faut encore faire quelque chose. Donc, elles construisent plutôt des séquences d'emails ensuite pour que cette personne soit mûre pour faire un rendez-vous client. Puis, le commercial, lui, il va faire que le rendez-vous client. Il va être assisté parfois par des personnes qui ne font que les appels téléphoniques pour prendre des rendez-vous pour lui, etc., etc. Alors, vous avez compris la logique et donc je vous propose qu'on bascule dans l'apprentissage que ça peut avoir dans le monde du recrutement. Yes. Et en termes de tendance aussi, on voit qu'il y a une grosse importance, en tout cas du marketing, qui arrive de plus en plus. Souvent, on parlait de outbound, où du coup, on va chercher des clients. Inbound, du coup, les clients viennent à nous, entre guillemets. Et en fait, il y a un mouvement qui vient des États-Unis qui s'appelle la demande gen. Donc, c'est quelque chose qui commence à arriver en France un petit peu là, qu'on sent arriver. Et en fait, c'est se dire que les schémas comportementaux d'achat sont différents aujourd'hui. On va beaucoup plus avoir de l'information, donc beaucoup de contenu. On connaît toutes les solutions qui existent, toutes leurs offres, elles sont disponibles. Du coup, j'ai déjà pris, entre guillemets, ma décision grâce à du marketing, grâce à de la communauté, à des newsletters que j'ai reçus, en fait, à de l'information que je vais avoir. Et du coup, je suis à 80% de mon processus d'achat, j'ai déjà ma décision en tête, et j'ai besoin du 20% de la vente qui va me rassurer, en fait, d'avoir du coup une prise commerciale à ce moment-là. Et du coup, on a beaucoup plus cette notion de création d'assets qui commence à générer, donc communauté, newsletter, il y a des podcasts, il y a plein de choses en fait qu'on peut créer en assets et qui vont permettre d'enrichir justement cette demande gen et l'information des personnes. Et du coup, on a ce côté dark social qui est que on n'arrive pas à mesurer, c'est des choses qui sont difficilement mesurables, mais on est convaincu que ça marche quoi qu'il arrive. Du coup, pour faire le petit parallèle avec le recrutement, en fait, on retrouve ce même funnel avec nos talents qui vont découvrir notre entreprise. Ils vont être identifiés et du coup enviviés parce qu'on aura une prise de contact avec eux. Ensuite, on va les engager. Il y a toute cette partie candidat, expérience qu'on va avoir au sein de notre tunnel. Ensuite, il est recruté et finalement, ça devient un ambassadeur de mon entreprise et un coopteur. Donc voilà, il y a un parallèle qui est quand même assez monstrueux. Et du coup, on voit l'importance du marketing sur toutes ces étapes, en fait, du début, du haut, avec la marque employeur, le contenu. Ensuite, on a des métiers spécifiques, comme disait Louis, qui commencent à se créer. Donc, des segmentations dans chacune des étapes. On va avoir des sourceurs, on va avoir des personnes plus spécialisées à sa partie recrutement, entretien. D'autres, HR business partner, RH spécialiste. On a aussi les RECOPS qui commencent à arriver parce qu'on a beaucoup d'outils. Du coup, il nous faut une personne spécialisée sur les outils pour bien les gérer, les configurer et mettre les recruteurs dans les meilleures conditions. Donc voilà, il y a des nouveaux métiers qui commencent à arriver comme ça.
Ce que je trouve vraiment intéressant quand on regarde ça, c'est que il y a encore quelques années, le métier de recruteur et tout le département recrutement finalement démarrait à la 4e étape. C'est-à-dire qu'on a des candidats, qu'est-ce qu'on en fait? Je caricature et forcément c'est partiellement vrai ce que je dis, mais c'est globalement ça. On a des candidats et il faut savoir lesquels on recrute, en gros. Si je veux être très caricatural. Et le monde, comme on le disait tout à l'heure, les candidats sont de plus en plus passifs, ils sont pas en recherche active d'emploi, ils sont en poste, donc j'ai pas d'autre choix que d'anticiper beaucoup plus et se dire quelles sont toutes les actions que je mène pour que déjà ces candidats, ils arrivent, qu'on soit en interaction et que peut-être aujourd'hui j'entame des discussions avec des candidats ou des talents, appelons-les, qui seront des candidats dans 1 an ou dans 2 ans. Avant, c'était pas tout à fait aussi répandu, je dirais. Et donc, si on prend Shap, c'est super intéressant. J'ai un monde finalement de potentiels candidats, de talents sur le marché de l'emploi. Il faut que je mette en place des choses pour que ces personnes s'intéressent à moi, que je naisse, que j'émerge finalement dans leur panorama, dans leur horizon. Une fois que j'émerge, il est super important surtout que j'arrive à capter un minimum d'informations pour pouvoir en faire quelque chose de ces personnes. C'est-à-dire qui ils sont, dans quel environnement ils gravitent, quel type de travail ils recherchent, en tout cas quel est leur job actuel, dans quelle géographie. Et avec ça, déjà, je peux commencer à beaucoup travailler. Je peux leur envoyer du contenu régulier sur nos métiers dans ce monde-là. Je peux les informer dès que mon entreprise est présente à un salon pas loin de chez eux. Je peux construire une relation pour peu à peu aller dans le monde de l'engagement. C'est-à-dire que je suis passé de gens que je ne connaissais pas, des gens que je connais. Maintenant, ce sont des gens qui me connaissent en plus de moi les connaître. Ils me connaissent parce qu'ils sont engagés, ils commencent à lire mes contenus. Et à ce moment-là, je vais commencer à pouvoir en faire des candidats parce que on a une relation qui s'est construite, une confiance qui s'est construite, et donc j'ai une offre d'emploi qui pourrait les intéresser. Et on va pouvoir construire une discussion autour de cette offre d'emploi pour ensuite recruter. Et toute la partie de gauche qu'Alexis a commenté, c'est vraiment, on va dire, le poste le plus récent finalement qui s'est créé. C'est la compréhension que pour extrêmement bien faire toutes ces étapes, il faut une sorte de chef d'orchestre qui à la fois sélectionne les bons outils, paramètre et aussi maintiennent ces outils, forment les utilisateurs à ces différents outils, donc qu'on appelle les recruitment ops, opérations en anglais, ou les talent acquisition ops. Ils choisissent les outils, ils les paramètrent, ils forment les personnes et surtout ils analysent la donnée sur l'ensemble de ce tunnel en disant en ce moment sur les postes de, je dis n'importe quoi, de jeunes diplômés en marketing, on a un déficit, on n'a pas assez de personnes qui lisent nos contenus. Donc, on va aller voir la personne qui s'occupe de rédiger le contenu en disant, il faut faire un effort particulier sur ces postes marketing parce qu'a priori, en ce moment, c'est moins engageant ce qu'on fait. En ce moment, on a pas mal de candidats sur les postes, je dis n'importe quoi, de commerce, mais en revanche, on a beaucoup moins de personnes qu'on reçoit en entretien qu'avant. Qu'est-ce qu'on a fait qui fait que maintenant, la qualité moyenne des candidats qu'on reçoit a baissé. Et voilà, et ça, c'est vraiment le job au quotidien, analyser cette donnée et ensuite faire le chef d'orchestre en disant, là, ça pêche, nos données, elles ont chuté par rapport au mois précédent, de performance. Il faut faire une action. Tiens, le responsable de l'action, c'est cette personne. Et c'est vraiment un bras droit, c'est ces personnes, Recruitment Ops, Talent Acquisition Ops, de la personne qui est responsable du département, directeur, directrice recrutement ou talent acquisition. Génial, je suis revenu, j'ai eu un petit problème de connexion, du coup je suis de retour. Et on peut enchaîner du coup sur la slide d'après qui fait justement écho à ce que tu dis. Aujourd'hui, le métier du recruteur, nous, d'un point de vue extérieur, en termes de candidats, on voit une offre d'emploi, une personne qui m'a rencontré sur LinkedIn, paf, j'ai fait un petit entretien. Donc voilà, on a vraiment cette phase visible de l'iceberg. Et en fait, tout en dessous, tout ce qui est invisible aux yeux du candidat, en fait, c'est plein de choses qui sont mises en place. Et ça ne fait que s'accumuler au fil des années. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi une spécialisation, parce qu'en fait, le recruteur ne peut pas tout faire. C'est une réalité, on ne peut pas non plus tout faire. Et du coup, vu qu'on a une inversion en fait, des tendances sur le marché, où du coup, les candidats sont beaucoup plus sélectifs, et c'est eux qui ont un peu le pouvoir de décision au final et qui inversent la balance, en fait, cette fonction recrutement qui était vue avant, moi je trouve comme une fonction support, doit totalement être aujourd'hui une fonction business, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir les bons talents dans votre équipe, dans votre bateau, pour faire avancer votre entreprise. Donc ça, c'est très important, et je pense que c'est un vrai challenge, qu'on soit recruteur ou dirigeant, de prendre conscience de ce fait-là et surtout de pouvoir pousser à sa direction. Souvent, les recruteurs ont envie de changer, mais ce n'est pas forcément les budgets qui sont bien alloués, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse prise de conscience à avoir.
Donc, je crois qu'on a bien vu, on va dire, l'évolution du monde de la vente, les parallèles avec le monde du recrutement et une projection de ce que peut être, on va dire, une équipe spécialisée avec des étapes spécialisées sur chacune de ces choses. Il y a deux questions qu'on peut prendre avant de finaliser finalement notre webinaire avec les conseils qu'on peut vous donner actionnables, des outils ou des démarches. Donc, deux questions. Il y a une question sur quelles sont les actions clés à mettre en place selon vous dans ce funnel. Je pense qu'on va du coup peut-être utiliser nos 4 petits conseils qui sont déjà des actions qu'on peut mettre en place. La question d'Anne-Sophie est intéressante. Est-ce que des gens engagés peuvent devenir ambassadeurs même si pas recrutés? Je vais commencer à faire une première partie de réponse. Tu pourras compléter, Alexis. Moi, je crois que oui. Je crois que même au-delà de ça, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que on se projette, hein, souvent c'est très simple, il suffit de prendre des exemples concrets de la vie. On se projette à un dîner avec des amis ou la famille, et puis il y a quelqu'un qui dit hey, j'ai fait un processus de recrutement dans telle entreprise, j'ai pas été recruté, j'ai compris pourquoi, parce que j'étais pas au niveau ou c'était pas fait pour moi ce poste, mais franchement, l'entreprise est géniale, je vous recommande d'y postuler. C'est encore plus puissant, en fait, entre guillemets, qu'une personne, on se dit oui, oui, bon, il y a une prime de cooptation derrière, la personne, elle y travaille, elle me propose de venir. Quelqu'un qui n'a pas été embauché et qui dit toi, tu devrais y aller, tu vas adorer, c'est extrêmement puissant. Et je prends un autre exemple parce qu'on l'a pas dit et il est extrêmement puissant. Les entretiens de sortie, c'est-à-dire quelqu'un qui s'en va de l'entreprise pour une raison de la vie, changement de région ou même envie de changer de métier, fin d'un cycle, bref, peu importe. Quand on fait cet entretien de sortie, qu'il est bien fait et qu'on reste en excellent terme avec ce candidat parce qu'on a fait le job, qu'on ne lui reproche pas de partir, à l'inverse, on est content pour lui ou elle qu'il découvre d'autres environs, d'autres horizons, euh, on peut avoir à nouveau un impact extrêmement fort. C'est-à-dire, imaginez à nouveau ce même exemple du dîner, quelqu'un qui dit bah moi j'y ai travaillé, je suis parti, mais franchement tu devrais y aller, c'est une boîte géniale. C'est hyper puissant en fait ce genre de discours. Donc moi je crois oui, et les actions à mettre en place, c'est la qualité de l'expérience de la vie du candidat jusqu'au collaborateur et ces petits détails de la qualité de la réponse qu'on va lui donner, l'honnêteté qu'on peut avoir quand on ne recrute pas quelqu'un, prendre le temps malgré tout et peut-être lui demander, parfois on ne demande pas, en disant bah, si en revanche vous avez apprécié votre processus de recrutement, n'hésitez pas aussi à proposer à votre entourage de postuler chez nous. Ouais, moi aussi, je crois dur comme fer que il faut absolument avoir une magnifique expérience candidat, avoir du coup toutes les personnes qu'on va refuser, qui n'ont pas un bon fit ou qui vont choisir une nouvelle opportunité, garder du lien avec eux. Donc créer justement des viviers, engager ces personnes-là, garder contact avec elles, parce qu'en fait, ça va être des ambassadeurs totalement de votre entreprise. Elle va pouvoir vous recommander d'autres personnes ou même monter en compétence et devenir la bonne personne dans un an. C'est aussi possible. Je crois que oui, on est pressé par le temps. Il ne reste plus que 15 petites minutes. Donc, Vas-y, je t'en prie. l'employer value proposition. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre identité, l'identité de votre entreprise que vous allez pouvoir communiquer pour vos futurs talents. Je pense que c'est un travail qui n'est pas du tout assez fait dans les entreprises. Souvent, ce qu'on voit dans les offres d'emploi, c'est la case du milieu qu'on voit qui sont les avantages employés. Donc, c'est très bien, il faut les mettre en avant. En fait, il y a plein de choses qui tournent autour. Les perspectives d'évolution, les congés, les temps de travail, tout ce qui va être client-partenaire de mon entreprise, le management au sein de l'entreprise. En fait, il y a plein de choses qui tournent autour qu'on va pouvoir enrichir déjà dans nos offres d'emploi et également communiquer à l'extérieur pour attirer davantage de personnes. Ce petit tips, c'est se dire, prenez ça et faites un atelier en interne. Bon, c'est quelque chose, il faut une personne qui anime, etc. Nous, on le fait dans des entreprises, mais vous, il faut peut-être un owner qui va animer du coup cet atelier pour faire ressortir l'ensemble des éléments que vous allez pouvoir communiquer. Donc pour moi, c'est le truc essentiel à faire avant de lancer toute campagne, market, etc. pour promouvoir votre marque. C'est chouette de le travailler comme ça d'ailleurs. On a un compteur de capture d'écran, on est à 17 captures d'écran. Non, je rigole. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le prendre, c'est très utile. C'est bien de le voir comme ça. Et si vous êtes plutôt un indépendant ou un cabinet de recrutement qui travaille pour un client, encouragez aussi votre client à vous communiquer ces choses-là. Vous pourrez peut-être pas tout dévoiler, mais au moins que vous puissiez vous appuyer sur ces piliers. Alors, on parlait tout à l'heure de l'ambassadora. Moi, je recommande très fortement. Donc ici, on a les captures d'écran de notre outil qui permet de faire ça, qui permet d'engager les collaborateurs à être un relais, à être une prolongation de votre marque employeur et de vos offres d'emploi.
En général, quand on travaille sur sa marque employeur, on met en place des réseaux sociaux, on met en place un site web et on communique beaucoup d'éléments. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est bien, mais on sait par exemple que un contenu qui m'arrive, j'ai 50 fois, je voulais pas faire le spoiler tout à l'heure, j'ai 50 fois plus de chances de l'ouvrir s'il m'est partagé par un proche ou quelqu'un que je connais personnellement, qui me dit tiens, regarde, ça va t'intéresser, que le même contenu reçu dans une newsletter générique ou au nom d'une entreprise ou même sur un post de réseau social. Donc, utilisez vos collaborateurs. En fait, vous démultipliez le volume. Vous avez 300, 500, 1000, 2000, 10 000 collaborateurs qui jouent le jeu. En plus de ça, chacun d'entre eux, en fait, vous multipliez les chances de succès, de conversion, de toucher effectivement des personnes. Donc, ça a une valeur énorme de le faire, pour son contenu de marque employeur, faire savoir qui on est. On l'a dit, c'est tout en haut du funnel qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi partager ses offres d'emploi, donc un peu plus bas dans le funnel pour obtenir plus de candidatures sur vos offres d'emploi. Donc nous, on a un outil qui permet de faire ça, que vous mettez en place et qui automatiquement, les offres d'emploi comme le contenu, les articles, les vidéos par exemple, de témoignages de collaborateurs, choses comme ça, sont directement partagés à vos collaborateurs et en un clic, ils peuvent le mettre sur leurs réseaux sociaux, quels qu'ils soient, les partager par WhatsApp, etc. Et comme vous voyez à droite, tout ça est gamifié, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner des points, il y a des classements et vous pouvez en face de ça mettre des récompenses, qu'elles soient anecdotiques, je dis n'importe quoi, on fait une fête ensemble, comme vous pouvez mettre de l'argent ou des tickets resto, etc. Des tickets resto, des chèques cadeaux, je vais dire. Ensuite, il y a un deuxième outil que je vais vous partager dans le chat directement. En fait, c'est un template qu'on a créé qui vous permet de faire des recherches booléennes avec LinkedIn normal. Il y a des recruteurs qui n'ont pas forcément les budgets. Souvent, quand on est indépendant, on se lance, on n'a pas envie de payer une licence recruteur qui coûte des milliers des cents ou avoir LinkedIn Premium. Et du coup, on peut déjà avoir une première source d'information de candidats sur LinkedIn normal. Du coup, on a créé un template qui vous permet, lorsque vous cherchez par exemple un directeur commercial, de mettre des variations de poste. Donc, c'est un peu vos booléens au final, inclure des mots-clés et exclure des mots-clés. Au lieu d'avoir son booléen très compliqué à faire, vous avez juste à rentrer les informations là-dessus et cliquer sur Trouver les profils LinkedIn. Une fois que vous faites ça, en fait, ça va directement vous rediriger vers une recherche LinkedIn normale avec l'ensemble des informations que vous avez fait et créer vos booléens sans que vous ayez à le faire. Donc, je vous le partage dans le chat. Comme ça, vous l'avez. N'hésitez pas à le dupliquer parce que vous ne pourrez pas le modifier directement parce que sinon, tout le monde le casserait. Mais dupliquez-le, comme ça, vous l'avez aussi de votre côté. Super outil et qui si je ne me trompe pas, Alexis, peut être adapté à d'autres CV Tech finalement, ou réseaux que LinkedIn, si on vous le demande. Ce qui est tous les profils ne sont pas sur LinkedIn, bien entendu. Exactement. Ça, on peut le faire sur. Faut juste aller un peu dans le code et puis après aller du coup sur d'autres sites de recherche. Vous pouvez totalement, d'autres CV Tech. Bonne pratique du quotidien avec des outils. Moi, j'adore les outils. Attention aussi à prendre avec des pincettes. Trop d'outils tue l'outil. Donc, faut pas. Moi, dans ma tête, c'est plus faut avoir une connaissance de l'entièreté des outils pour choisir les bons outils qu'on va pouvoir utiliser pour gagner du temps. Donc ça, c'est des outils gratuits que je vous ai recommandés. Je vous les enverrai aussi dans le chat. Crystal, pour vous les expliquer à l'oral, sera plus simple, va vous permettre d'analyser des profils LinkedIn. Donc, par exemple, j'ai un entretien avec un candidat. Juste avant, je vais aller sur son profil LinkedIn, utiliser Crystal. Donc, vous avez le droit à 5 crédits, si je ne dis pas de bêtises, gratuits par mois. Et vous allez pouvoir, en fait, il y a de l'IA qui va analyser son profil LinkedIn, les posts qu'il fait, les commentaires, etc. et vous donner des informations sur quel discours aborder en fonction de sa personnalité. Magical, très pratique, un peu comme TextBlaze, donc c'est une alternative, mais très pratique pour enregistrer des messages que vous avez l'habitude d'envoyer plusieurs fois. Vous créez du coup un raccourci clavier avec /message 1 par exemple, et ça va vous faire directement l'entièreté de votre message, donc vous pouvez le préconfigurer. Loom, très sympa aussi, je trouve, pour l'expérience candidat. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de faire des vidéos
Vous allez pouvoir vous enregistrer, parler, montrer votre écran et vous pouvez du coup le communiquer dans l'expérience candidat en ayant un petit discours sympa en disant bah voilà, notre entretien commence demain, ça peut être intéressant de préparer ça, 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 ou je suis trop content. Mais voilà, un truc peut-être automatisé qui soit générique mais qui soit assez chaleureux. Et ça peut aussi vous servir en termes de process en interne pour documenter l'ensemble des actions du recruteur qui est chez vous. Et finalement, Tactic, il va vous permettre de retranscrire l'ensemble d'un Google Meet. Donc ça, pareil, on a une dizaine de crédits par mois. Et en fait, lorsqu'un Google Meet va se lancer ou un Zoom, vous êtes en entretien, vous n'avez peut-être pas le temps de prendre des notes, ou lorsque vous prenez des notes, vous êtes moins plongé dans la discussion et du coup, ça devient un peu plus robotique. Donc là, Tactic va tout retranscrire et je crois qu'ils ont rajouté une fonctionnalité avec ChatGPT qui va vous permettre de synthétiser l'entretien. Donc c'est un gain de temps qui peut être assez considérable et surtout vous permettre d'être plongé dans la discussion. Cool. C'est des beaux outils, en effet, qui peuvent vous aider un petit peu au quotidien. Pour terminer, le dernier outil un peu moins petit, qui est un peu plus, je dirais même une colonne vertébrale de votre stratégie de recrutement au sens large, c'est un outil qu'on appelle le CRM. Donc, c'est extrêmement proche des logiques marketing et vente, ça a quasiment le même nom. Vous savez que dans le marketing et la vente, on a le CRM, qui est un outil qui permet de suivre l'ensemble de ses contacts, de ses opportunités commerciales pour s'assurer finalement qu'on fait du bon boulot et qu'on signe plus d'opportunités commerciales. Le CRM dans le monde du recrutement veut déjà dire Candidate Relationship Management, donc c'est-à-dire qu'on gère ses relations avec l'ensemble de ses candidats, de son vivier, et c'est un outil qu'on a développé qui permet de construire toutes sortes de viviers extrêmement segmentés si vous le souhaitez ou extrêmement généralistes si vous préférez ne pas segmenter beaucoup. Mais ça peut aller jusqu'à, voilà, j'ai toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur le salon de telle année à Lyon et qui sont un profil de développeur. Et ensuite, vous avez pour l'ensemble de ces viviers la possibilité de construire des règles de relations. Donc, c'est-à-dire, je vais construire, tiens, ces personnes-là, je veux que tous les mois, elles reçoivent un mail avec les informations clés de l'entreprise. Je veux qu'elles reçoivent nos offres d'emploi dès qu'il y en a une qui pourrait les intéresser. Je veux qu'elles reçoivent l'information du salon auquel on sera si c'est à moins de 30 km de chez elles, etc. Tout ça automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement, je dis que c'est une colonne vertébrale parce que sur des milliers potentiellement de candidats, des dizaines de milliers pour certains de nos clients, vous les gardez en vivier et vous pouvez commencer à voir 1 an, 2 ans plus tard, qui lit vos contenus, qui s'intéresse à ce que vous dites, qui ouvre vos contenus pour aussi changer le rapport et dire tiens, j'ai une nouvelle offre d'emploi à pourvoir, plutôt que de la publier et attendre de voir qui postule, je vais plutôt regarder dans mon vivier qui correspond à cette offre d'emploi grâce au matching. Donc ça dit simplement ce CV est très proche de ce que vous recherchez à votre offre d'emploi et comparer ça avec le niveau d'engagement. Est-ce que cette personne lit mes contenus, s'intéresse à l'entreprise et dire bah tiens, j'en ai 7, je vais directement contacter ces 7-là et finalement on optimise, on va dire, la chasse basée sur toutes les relations qu'on a pu construire au départ. Ça fonctionne aussi, je le précise, pour les personnes qui ont postulé dans le passé. C'est dommage, vous avez obtenu une candidature, vous avez peut-être même parfois rencontré quelqu'un qui était bien, et il se passe rien en fait dans la durée. Alors que là, on va pouvoir construire aussi des relations et maintenir la communication dans la durée. Pour terminer, Alexis. Dernière question. Effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi à nous le dire directement dans le chat. Moi, j'ai ressorti du coup 4 questions que la communauté nous pose ou les personnes avec qui on échange. La première, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour mener une conduite au changement liée aux nouvelles pratiques de recrutement au sein de mon entreprise. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est comment on va faire en sorte d'avoir cette conduite au changement parce que c'est bien, mais c'est une nouvelle mentalité, de nouvelles habitudes, de nouvelles structures. Pour moi, je pense que c'est important lorsque je suis recruteur pour convaincre les décisionnaires, c'est d'avoir des indicateurs, des KPIs. Donc, se dire qu'effectivement, tant de candidats que je vais pouvoir toucher en plus, potentiellement, c'est tant de recrutement aussi en plus qu'on va pouvoir faire. Et du coup, c'est de l'argent économisé pour l'entreprise. Donc, chercher des indicateurs pour avoir des sortes de supports de ROI. Ensuite, on peut aussi tester à petite échelle, donc c'est-à-dire commencer à utiliser des extensions, commencer à poster sur LinkedIn. Et en fait, naturellement, vous allez prendre un petit peu le lead sur ces nouvelles compétences que vous allez pouvoir communiquer et du coup, d'autres personnes imiter ce que vous faites pour après l'implémenter. Pareil, restez dans cette thématique d'analyse. Lorsque vous mettez en place ces expérimentations, analysez-les pour que vous ayez un support figé et un support que vous pouvez présenter pour la direction. Et après, pour les directions, moi, là, je pense que le webinaire a pu quand même éveiller quelques esprits
et ouvrir des chakras, mais je pense que c'est quand même intéressant de tester pour mener à bien du coup son entreprise. Je sais pas si tu as des petits tips là-dessus, toi. Oui. Bon, le tip sur la direction, en général, je vais peut-être être un peu caricatural, mais c'est souvent le ROI, hein, c'est l'argent. Donc, globalement, travailler son vivier de talent, c'est faire des économies puisque c'est travailler dans la durée pour que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand on aura à nouveau du mal à recruter, puisqu'on sait que ça sera le cas toujours globalement, on ait fait le travail en amont d'avoir à disposition des personnes et donc ça nous évite finalement de devoir dépenser des budgets, de chasse de tête parfois quand on n'y arrive pas et surtout d'y passer énormément de temps. Évidemment, le temps représente un coût pour l'entreprise, donc c'est un ROI direct. Trop bien. Et du coup, bah, ça fait un bon parallèle pour une belle transition pour la question 2, qui sont quels sont les indicateurs justement que je peux montrer. Pour moi, ça va être le nombre de personnes contactées, le nombre d'entretiens effectués, le nombre de personnes qui sont rentrées dans mon entreprise, et également du coup le temps que j'ai pu réduire sur des tâches chronophages de mes équipes. Donc, ça veut dire que par exemple, mes équipes apprenaient n'importe quoi 3 jours par semaine à sourcer. J'ai réussi à le réduire à seulement 1 jour grâce à certains outils. Voilà, on a gagné 2 jours qui vont permettre à mes équipes de se pencher plus sur la stratégie, l'expérience candidat, etc. Et du coup, bah, ça, pareil, c'est des indicateurs qui vous disent, qui vont dire que bah, voilà, les choses que j'ai entrepris ou les outils que j'ai utilisés issus du marketing et du growth ont un impact direct sur déjà le quotidien de mon équipe, mais aussi directement sur l'entreprise. Pareil, si tu as des indicateurs, Louis, en tête qui te viennent. En général, les indicateurs pris les plus souvent, malheureusement, sont les volumes de candidatures. Ce qui a pas, je sais que c'est bien, mais la quantité n'est pas le seul élément. Donc, regarder la qualité des candidatures est très important. Après, on a nous-mêmes fait un élément, je pense que notre équipe pourra vous transmettre avec le replay du webinar. On a appelé ça le Talent Acquisition Dashboard. C'est un outil qui vous permet de mesurer les 6 piliers, selon nous, les plus importants de votre performance de recrutement en y renseignant vos propres données. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un outil qu'on vous propose gratuitement. Et ça vous permet de mesurer l'efficience, la productivité, le coût, la qualité de votre processus, la satisfaction candidat et avoir une note un peu globale aussi pour aussi se comparer. C'est important de se comparer d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Ouais, entièrement d'accord. Et il y a quelque chose que j'avais oublié, ce qui sont aussi les taux de réponse. Ça, je trouve ça super important pour ne pas. Il y a cette logique effectivement de quantité qu'il faut entre guillemets avoir en tête, mais aussi bannir de temps en temps parce que c'est pas le but, mais de qualité justement, et ça va se retrouver dans les taux de conversion des messages. Est-ce que mes messages convertissent plus? Est-ce que j'ai plus de réponses de candidats que j'ai sourcés qui sont ultra qualifiés? Comment choisir le bon outil? Parce qu'il y en a plein pour recruter. Du coup, aujourd'hui, il y en a plein sur le marché. Pour moi, choisir les bons outils, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, ça serait soi-même aller regarder tous les outils, faire des démos, etc. Ça peut être trop cool. Moi, c'est un de mes kiffs, mais c'est peut-être pas le kiff de tout le monde. Mais voilà, ça peut être une solution pour trouver la bonne stack, donc les bons outils qu'on va utiliser au quotidien. Deuxième option, c'est regarder du contenu. Il y a plein de personnes qui vont créer du contenu, faire des sélections d'outils, top 10 d'outils, etc. Et vous allez pouvoir les retrouver ici. Troisième option, ça peut être aussi de demander à vos pairs, des personnes qui recrutent comme vous, quel outil que tu utilises, ok, comment tu l'utilises. Ce sera peut-être plus parlant que des démos commerciales. Voilà, ça peut être aussi une option. Et quatrième, voilà, si jamais vous avez du budget, etc., faites-vous accompagner, ça peut vous faire gagner du temps. Mais voilà, moi, je privilégierais quand même ces 3 premières options qui sont quand même faciles d'accès et que vous pouvez faire. Et demandez aux candidats. Quand vous voyez des candidats ou des personnes qui ont été recrutées récemment, leur demandez si dans d'autres processus de recrutement, on leur a proposé des outils dans le processus qui leur ont paru vraiment super. Ça peut être chouette. Exactement. Et la dernière question, elle est cool du coup, c'est comment animer mon vivier de talent. Donc, on en a parlé un petit peu avant, et le valoriser auprès de ma direction. Donc, comment l'animer? Pour moi, c'est les leviers, créer des communautés, avoir du coup du contenu dans la communauté qu'on va proposer à une cible bien précise. Je dis n'importe quoi, je suis une entreprise qui recrute beaucoup de devs. Je sais que c'est un talent clé chez moi. Je vais peut-être créer une communauté qui va parler des nouvelles pratiques dans le monde des devs. Je vais peut-être créer une newsletter qui va s'adresser du coup aux personnes qui malheureusement n'ont pas continué avec nous, mais pareil, faire de la veille sur du contenu, leur proposer des influenceurs, etc.
Ça peut être réanimer mon vivier avec des messages LinkedIn, la relancer. Ça peut être des SMS. Il y a plein de façons de le faire. Attention, il ne faut pas être le recruteur harceleur. Donc, rester dans un bon cadre et bienveillant. Et ça, je pense que vous êtes les meilleures personnes pour le savoir, quelles sont les limites. Et après, pareil, analyser pour montrer ça auprès de la direction. Et moi, je suis convaincu que le futur du recrutement, ça va être de l'animation de vivier, de communauté. Et c'est comme ça qu'on va réussir à engager les talents et surtout à avoir les meilleurs talents, parce que ceux qui sont engagés comme ça, c'est-à-dire qui sont passionnés par leur métier et qui seront sûrement les bonnes pépites pour vous. Top, j'ai rien à rajouter, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, donc avec 5 minutes de retard, on va clôturer. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous en avez, n'hésitez pas, on laisse encore le temps de le faire. Merci pour votre présence en tout cas, merci pour vos questions, on espère que ça vous a plu. Yes, Et voilà, merci Eric, pensez Romain, marketing, Amandine. pensez vente, le candidat est un client. Exactement. Et prenez-en soin, c'est important. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Bonne fin de journée. Au revoir.